C'est l'un des tyrans les plus lâches et les plus scandaleux de l'histoire française. Mais ce héros de la Première Guerre mondiale va ensuite trahir la France et la livrer à l'ennemi. Puisque après Goebbels, Mussolini, cette fois-ci on s'attaque au maréchal Pétain, qui est une autre grande figure qui a marqué cette sombre époque. Eh bien, approchez-vous, mes labres retraites, je parie que vous connaissez très peu de choses sur cet homme qui a vraiment déshonoré notre pays. Parce qu'il se trouve que la vie de Pétain a été longue et guidée par un profond défaitisme. Et pourtant, il commencera avec une carrière militaire très classique, mais la Première Guerre mondiale va le projeter sur le devant de la scène. Pétain va ensuite finir à la tête des armées et adoré par la population. Mais sa carrière prendra ensuite un virage plus sombre, avec une guerre au nord du Maroc, puis une proximité avec le dictateur Franco. En fait, Pétain sera vu comme un sauveur au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme vous le savez, il va trahir cette confiance et mettre en place le régime de Vichy, qui sera une véritable dictature. Et il va collaborer de son plein gré avec les Allemands, en prenant même parfois les devants. On abordera les plus grands secrets de Pétain, avec potentiellement des révélations inattendues. Bref, qui est vraiment ce Français qui a tant fait parler de lui? Est-ce que dès son enfance, on peut trouver des indices de son destin de tyran défaitiste? Eh bien, on commence justement par là. Mais bon, juste avant de basculer dans la trahison de Pétain, je pense qu'on a peut-être besoin d'un petit peu de douceur. Parce que, en fait, j'en ai marre des sodas qui sont trop sucrés, même du café. Mais heureusement, en fait, j'ai trouvé un juste milieu avec Oli, qui est le partenaire de cette vidéo. Alors oui, bien sûr, l'eau, ça reste la meilleure boisson pour la santé. Mais si on respecte les doses journalières recommandées, on peut se faire plaisir avec Oli. Et pour leur gamme Iced Tea, par exemple, eh bien, c'est pas plus de 5 shakers par jour, soit 2,5 litres. Après, j'avoue que moi, perso, je bois plutôt leur nouvelle gamme Milkshake en ce moment. Et mon parfum préféré, par exemple, c'est noisette, mais il y a aussi fraise, vanille, banane et caramel. Bref, c'est toujours aussi simple à préparer. On mélange la poudre avec du lait animal ou végétal. Et bien sûr, il y a aussi la gamme hydratation qui est toujours là pour booster mes séances de sport. Pour bosser sur l'histoire de Pétain, eh bien, on a utilisé avec l'équipe la gamme énergie qui contient de la New Caf. Par exemple, il y a celui-là et celui-là. Et en fait, la New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui évite le crash post-caféine. D'ailleurs, je précise que la gamme énergie, elle est déconseillée aux moins de 16 ans et que la dose recommandée, c'est pas plus de 2 shakers par jour. Bon, en tout cas, les arômes et les collants de Oli sont naturels, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et surtout, il y a des vitamines et puis des antioxydants qui sont bons pour la santé. En fait, un pot de Oli comme celui-là, il contient des dizaines de doses qui évitent de jeter l'équivalent de 50 canettes. C'est donc pas rien. Et pour trouver, vous, votre goût préféré, je vous conseille les packs découvertes avec des échantillons. Alors évidemment, j'ai des codes promo pour vous parce que avec Poisson Fécond 5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande en passant par mon lien. Et le code Poisson Fécond, là, vous donne 10% de réduction sur toutes vos autres commandes. Bref, si vous voulez vous servir un verre de Oli pendant qu'on part sur l'histoire du pire traître de France, c'est possible. Henri-Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, né le 24 avril 1856 à Cauchy à la Tour. Alors oui, du coup, il a tous ces prénoms-là sur son acte de naissance. Mais lui, c'est juste Philippe qu'il choisira de garder et d'utiliser tout au long de sa vie. En tout cas, ses parents cultivent la terre dans le Pas-de-Calais, donc tout au nord de la France. Mais malheureusement, le petit Philippe, il perd sa mère alors qu'il a seulement 18 mois. Son père va ensuite rapidement se remarier, mais la nouvelle épouse va rejeter Philippe. Et là, le petit Pétain, il est tellement délaissé qu'il ne parle même pas avant ses 3 ans. Donc en gros, il va avoir 1 à 2 ans de retard. Peut-être que ça pourrait expliquer son caractère assez peu expressif qu'il va garder tout au long de sa vie. Mais bon, en tout cas, notre jeune Pétain, il est ensuite récupéré et élevé par sa grand-mère et son oncle. Et là, ils vont le placer en pension dès l'âge de 11 ans, ce qui est quand même en vrai assez courant à l'époque. Donc voilà, il est placé dans cette espèce d'internat, cette école où on va dormir aussi. Et notre petit Philippe, là, il éprouve rapidement un sentiment de solitude qui le rend encore plus réservé et pudique. Et en plus, sa jeunesse, elle est quand même fortement marquée par l'absence d'amour parental. Et du coup, il va développer une vision assez fantasmée, traditionnelle et sacrée de la famille. Celle qu'il n'a pas eue, quoi. D'ailleurs, cette vision de la famille, elle aura une place importante bien plus tard dans la politique. Bref, il continue à grandir et pendant son adolescence, une guerre franco-allemande éclate. C'est un conflit qui est sanglant et qui se termine, hélas, par la défaite de la France. Bon là, notre pays, il est obligé de céder l'Alsace-Moselle, cette partie-là sur la carte. Et en plus de ça, la France est obligée de payer une indemnité de 5 milliards de francs or. Soit c'est l'équivalent aujourd'hui de 20 milliards d'euros. Parce que les perdants, ils se font doublement entuber, quoi. Notre petit Philippe, il a 15 ans au moment de ce conflit qui traumatise vraiment les Français. Et d'ailleurs, même s'il est jeune, il va aider aussi à porter des blessés sur des brancards. Et donc, très rapidement, alors qu'il est même pas majeur, il est directement confronté aux horreurs de la guerre. Sauf que là, ça, au lieu de le dégoûter, au contraire,
ça va faire naître une vraie vocation militaire. Parce que peu après, Philippe, il décide de préparer Saint-Cyr. Si vous savez pas, en fait, c'est l'une des plus grandes écoles militaires de France, qui existe d'ailleurs toujours. Et là, Philippe, il est admis de justesse à l'âge de 20 ans à Saint-Cyr. Et au sein de l'armée, là, eh bien, il trouve enfin le sentiment réconfortant d'appartenir à une famille. Là, la discipline militaire influence sa personnalité et ses convictions. En fait, le jeune Pétain, eh bien, c'est un garçon qui est appliqué et qui est un vrai bourreau de travail. Il est décrit par ses camarades comme énigmatique, dans ses pensées, froid, distant. Bref, le temps passe et 2 ans après, eh bien, il sort de Saint-Cyr et il va commencer en tant qu'officier. Puis, il poursuit une carrière militaire assez classique, et pas très brillante honnêtement, voilà. En fait, sa progression dans la hiérarchie, elle est lente et Pétain ne sort pas trop du lot. Il est un peu monsieur tout le monde, quoi. En vrai, à ce moment-là, personne ne peut prévoir qu'un jour, il va diriger les armées tout entières du pays. Parce que oui, jusqu'à 32 ans, il n'y a pas de folie. En fait, il va même être nommé professeur à l'école de guerre. Et d'ailleurs, ses élèves lui donnent le surnom de Précis le Sec. Parce que voilà, c'est vraiment un mec un peu droit, sec. Mais bon, cette fois-ci, en tant que prof, Pétain, il commence quand même à se démarquer un petit peu. Et d'ailleurs, il s'oppose aux stratégies militaires officielles. Parce qu'il faut savoir, mais à l'époque, en fait, l'armée française, elle a un truc, et c'est d'enseigner l'offensive à outrance. En gros, en fait, ça consiste à foncer sur l'adversaire de partout pour aller chercher le corps à corps. Sauf que Pétain, lui, il n'est pas hyper fan de ça et il enseigne plutôt une approche un peu plus prudente. En fait, c'est un garçon qui est quand même très pessimiste dans la vie. Pour lui, tout est noir et rien ne va et c'est peu probable que ça se passe bien. Et du coup, il préfère anticiper les scénarios négatifs. D'ailleurs, c'est à cause de ce pessimisme que Pétain va collaborer lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais on en parlera plus tard. En fait, concrètement, il préfère plutôt se reposer sur l'artillerie. Et en fait, il cherche d'abord à fatiguer l'adversaire avec tous les obus qu'il va lui mettre sur la tronche avant de lancer une attaque massive avec l'infanterie, quoi. Là, on se dit, oui, ça peut paraître sensé et tout, mais en vrai, cette façon de penser, ça le met à l'écart. Et ça fait qu'il n'est pas trop apprécié par ses supérieurs parce qu'il n'a pas la vision classique des autres. Mais bon, en dehors de ça, Pétain reste quand même très discret sur ses opinions politiques. Le temps passe et il se passe pas grand-chose. Et à un moment, il arrive à l'âge de 45 ans et là, il tombe amoureux d'une certaine Annie qui est âgée, elle, de 26 ans. Rapidement, il la demande en mariage, mais les parents d'Annie refusent car Pétain n'est pas d'assez bonne famille. Et finalement, cette Annie dont il est amoureux, elle épouse un médecin 2 ans plus tard, à la grande déception évidemment de Pétain. Bref, jusqu'ici, jusqu'à ses 45 ans, notre cher Pétain, il mène une vie qui est quand même assez basique, qui est pas hyper intéressante, et ça pourrait s'arrêter là. Sauf que la Première Guerre mondiale est sur le point de faire tout basculer. À ce moment-là, on est à la fin de l'année 1910 et Pétain, il a 56 balais et il s'est toujours rien passé dans sa life. Et là, du coup, il est aux commandes d'une petite troupe de soldats. Et justement, c'est dans ce contexte qu'il rencontre un certain Charles de Gaulle, qui lui est un jeune sous-lieutenant de 22 ans qui vient tout juste de sortir de formation. Et là, Pétain est ravi, il accueille Charles de Gaulle dans son régiment. Et ça, ça nous amène justement au tout premier secret de cette vidéo. Alors bon, tout le monde sait que Pétain et Charles de Gaulle, c'était 2 grands adversaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que avant d'être ses ennemis que tout oppose, les 2 hommes, ils étaient en vrai très proches. Ils étaient même admiratifs l'un de l'autre, qui peut paraître assez fou. Parce que Pétain remarque très rapidement les qualités de Gaulle, tandis que De Gaulle prend Pétain comme modèle. Et il se trouve que pendant une quinzaine d'années, c'est énorme, il sera en quelque sorte le poulain de Pétain, son petit protégé, quoi. Et même pendant la guerre, De Gaulle continuera de respecter son ancien mentor. Ce qui saura d'ailleurs la vie de Pétain un peu plus tard. Bien, reprenons. En 1914, Pétain a 58 ans. Bon, il n'a pas encore cette tête, mais ça viendra. Et là, il est sur le point quand même de prendre sa retraite. C'est important, vraiment. Sa vie est passée, quoi. Bon, voilà. Il veut prendre sa retraite comme simple colonel, après une carrière assez classique. Et là, il rêve depuis quelques temps d'une retraite assez pépère dans le sud de la France. Et l'histoire aurait pu se terminer pour lui ici. Et ça aurait été très bien. Mais pile à ce moment, la Première Guerre mondiale éclate, et là, ça bouleverse tout. Là, Pétain est rappelé pour reprendre le commandement de sa troupe. Logique, il a de l'expérience et puis il sait s'y faire. Et en vrai, là, il va s'affirmer rapidement par son calme, son énergie et son autorité. Bref, le gars, il gère, il en impose un peu quand même. Et ça, je le précise quand même parce que c'est quand même par opposition à plein d'autres hauts gradés qui sont dépassés par la réalité brutale de cette guerre. Et résultat, en moins d'1 an, Pétain progresse plus que pendant toute sa carrière. Et du coup, il va passer d'une brigade de 6000 fantassins à une armée de 15 divisions sous ses ordres. Là, il level up rapido.
quoi. Il va enchaîner alors les victoires sur le champ de bataille et il est récompensé par des promotions. Alors que tout allait calmement dans sa vie, là, brutalement, il sort de l'anonymat. Sauf que c'est surtout à Verdun qu'il va se construire une image de héros national. Parce que là, Pétain, hop, il est âgé de 60 ans lorsqu'il est envoyé sur cette bataille historique et décisive. Bref, là, il parvient à imposer sa vision stratégique et il améliore le ravitaillement des troupes. Il fait en même temps construire une voie ferrée en un temps record. Et il mise beaucoup sur l'emploi massif de l'artillerie et l'aviation. En fait, il va privilégier les reculs stratégiques et il refuse les attaques qui sont trop risquées. Vous vous souvenez, c'est un gars qui est pessimiste, il n'a pas envie de perdre ses pions. Ce qui est un peu ironique et marrant, c'est qu'à partir de là, Pétain, il est surnommé le plus humain des chefs, qui cherche en gros à épargner les vies humaines. Mais en réalité, bon, ce qui est en même temps normal pour quelqu'un qui pense comme ça, en fait, Pétain, il économise surtout des vies humaines et des soldats parce qu'en vrai, il n'en a pas assez. Donc il n'a pas envie de perdre le peu de pions, on va dire, qu'il a. Mais pourquoi on dit qu'il est si humain? Eh bien, il remplace rapidement les effectifs. Il va pas mettre des soldats pendant des mois entiers qui vont s'épuiser sur le même front. Dès qu'ils sont claqués, il leur dit de partir et il en prend des nouveaux qui sont tout frais. Comme ça, du coup, ça fait des rotations. Et en vrai, plus des 2/3 de toutes les troupes françaises vont passer par Verdun. Donc, peu ou prou sous ses ordres. Ce qui fait quand même des centaines de milliers de combattants. Ça fait beaucoup. Et c'est vraiment à partir de là qu'il devient un héros national. Et donc, après 10 mois quand même de terribles combats, eh bien la France remporte la victoire à Verdun. Contre, évidemment, les Allemands. Là, Pétain est récompensé et à 61 ans, il est nommé commandant en chef des armées françaises. C'est l'un des plus hauts postes gradés du coup chez les militaires, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, la Première Guerre mondiale, on est encore en plein dedans, elle est pas terminée, le moral des troupes est au plus bas, ils se disent que ça va jamais se terminer, ils en ont marre de tous ces morts et tout, et donc il y a une partie de l'armée qui est en train de se rebeller. Et Pétain, lui, il y fait face avec sang-froid. Je maintiendrai avec fermeté la répression des faits d'indiscipline grave, mais sans oublier qu'il s'agit de soldats qui sont avec nous depuis 3 ans dans les tranchées et qui sont nos soldats. Soyez patients et obstinés. Si le plus pressé réclame la paix, c'est le plus persévérant qui en fixe les conditions. Et là, Pétain, il redresse le moral des troupes en augmentant leurs congés et leur ration de nourriture. Il leur rend aussi visite sur le terrain pour encourager les combattants. En faisant ça, Pétain, il devient de plus en plus populaire en fait, et pas seulement auprès des soldats. Parce qu'au cours de la guerre, Pétain reçoit 4500 lettres d'admiratrices qui tombent quand même sous son charme. C'est quand même assez rigolo parce que du coup, il n'avait pas eu un méga succès avec les femmes jusqu'ici. Il devient un peu BG quoi en fait. Mais bon, on reviendra sur ça un peu plus tard. Bref, finalement, la France remporte la guerre face à l'Allemagne en 1918, comme vous le savez. Et notre cher Pétain, il a 62 ans. Et à ce moment-là, il est élevé à la plus haute distinction militaire possible, celui de maréchal de France. Et c'est à partir de là qu'on va l'appeler le maréchal Pétain. Et là, on peut le dire, il est quand même au sommet de sa gloire. Et en fait, là, dans la tête des Français, c'est lui le grand gagnant de cette guerre. C'est leur sauveur, quoi. Et cette réputation, elle va rapidement lui être très utile. Bon, à ce moment-là, on est en 1920 et après 64 ans à ne jamais avoir été en couple, à ne s'être marié, Pétain épouse finalement cette femme dont on a parlé il y a très longtemps, une certaine Annie, celle dont il était amoureux. Parce que là, depuis, elle a divorcé de son médecin et donc, son cœur est de nouveau à prendre, on va dire. D'ailleurs, leur cérémonie de mariage se fait en toute discrétion parce qu'en effet, Pétain, il reste assez discret malgré son statut de légende vivante, là. C'est vrai qu'il a level up en 30 ans quand même. Et en fait, les gens, ils le voient vraiment comme quelqu'un de désintéressé, d'honnête, de digne de confiance. Pourtant, faut quand même se le dire, mais Pétain, il reste très actif après la guerre. Bon, déjà, il reste le commandant en chef des armées françaises pendant plus de 10 ans, donc c'est du taf. Et puis, il rédige aussi des bouquins de théorie militaire. Enfin, plus ou moins, parce qu'en réalité, c'est plutôt un prête-plume qui les rédige pour lui, quoi. Et ce prête-plume, vous le connaissez, c'est Charles de Gaulle, qui travaille en fait pour Pétain depuis beaucoup d'années. En gros, Charles de Gaulle, il travaille dans le cabinet de Pétain, donc c'est l'un de ses assistants / conseillers, donc voilà. Bon, contrairement à ma saga Noisuli sur les rêves, que là j'ai écrit 100% moi-même. Mais bon, en tout cas pour Pétain, cette période est aussi marquée par la guerre du Rif. Alors au début, la guerre du Rif, c'est un conflit qui oppose les Espagnols et les peuples au nord du Maroc. Mais il se trouve que l'Espagne, elle est en difficulté et des milliers d'Espagnols perdent la vie. Et là, on se dit, mais quel rapport avec la France? En fait, la France, elle a peur que ce conflit se propage et fragilise ses propres colonies en Afrique du Nord. Parce que, à ce moment-là, une grande partie de l'Afrique du Nord appartient notamment à la France. Elle n'a pas envie de perdre ça, donc. Et donc, il débarque au Maroc avec des renforts en 1925, alors que, il a 69 ans. Et là, il se retrouve à la tête quand même de 400 000 soldats français, en plus des Espagnols, contre quand même un peu moins de 80 000 Marocains qui sont donc pas trop armés face à eux. Et là, Pétain, il collabore avec le dictateur espagnol de l'époque, celui qui dirige l'Espagne, pour mettre au point un plan assez sanglant. Ils vont alors organiser une attaque surprise par la mer et par les airs la nuit du 8 septembre 1925.
Et ça nous amène au deuxième petit secret de Pétain. On le sait un peu moins, mais le maréchal Pétain va effectuer un véritable génocide en employant des armes chimiques. Parce qu'en plus des soldats et des navires de guerre, Pétain envoie 160 avions qu'on appelle Goliath, et ces avions ils transportent jusqu'à 6 bombes de 100 kg de gaz moutarde chacune. Et les bombes sont larguées sur les zones les plus peuplées de la région, et en ciblant donc plutôt les civils. Et il se trouve que jusqu'à la fin de la guerre du Rif, l'armée utilise ces gaz mortels avec l'appui direct de Pétain. Et alors des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont mourir dans des conditions quand même assez atroces. D'ailleurs aujourd'hui encore, le nord du Maroc enregistre un taux anormalement élevé de cancer et de malformations. Ces taux-là sont dus aux restes chimiques notamment en fait qui impactent encore les habitants du coin, quand même plus de 100 ans après la guerre. Bon, en tout cas pendant la guerre, les peuples du Rif demandent à négocier la paix pour éviter un massacre de civils. Sauf que Pétain il refuse et il continue de les écraser sans aucune pitié jusqu'à la victoire totale un an plus tard. Et il se trouve qu'en tout cas durant cette guerre, Pétain devient très proche d'un certain Francisco Franco, que vous connaissez peut-être puisque ça deviendra le futur dictateur espagnol. Et d'ailleurs, Franco sera carrément décoré de la Légion d'honneur en France sur recommandation du maréchal Pétain en personne. En tout cas, suite à ce conflit, Pétain revient en France et là, il s'investit progressivement en politique. Et là, le temps passe. Il a maintenant 75 ans, Pétain. Il est un peu vieux quand même. Et là, il quitte son poste de commandant en chef des armées et il devient ministre de la guerre pendant quelques mois. Et quand même, il laisse derrière lui, c'est important à signaler, une armée quand même un peu en retard qui n'a presque plus évolué depuis près de 10 ans. Et là, Charles de Gaulle, qui était avant son assistant, là, il a pris un peu ses distances avec le temps et il remarque que Pétain, il est devenu opportuniste et il est prêt à saisir la moindre opportunité. Il accepterait n'importe quoi, tant le gagne l'ambition sénile. Trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer. Longuement durci par la conscience de sa propre valeur, les obstacles rencontrés, le mépris qu'il avait des autres. Et voici que, tout à coup, dans l'extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil l'occasion tant attendue de s'épanouir sans limite. Et justement, en 1939, à 82 ans, Pétain est nommé ambassadeur auprès de Franco, qui est devenu entre-temps le dictateur de l'Espagne. Et là, il est chargé d'améliorer l'image de la France et de tenter de négocier la neutralité de l'Espagne en cas de nouvelle guerre mondiale. Mais en même temps, vu que les deux hommes ils s'entendaient très bien depuis la guerre du Rif, Pétain est le choix idéal. D'ailleurs, Pétain, il est quand même ravi. Il est refait de cette fin de carrière assez dorée au soleil de Madrid. Sauf que, évidemment, ça va pas se passer comme ça, puisque la Seconde Guerre mondiale éclate et elle va encore chambouler ses projets et le propulser au pouvoir après une grande trahison. Là, on est le 16 mai 1940 et Pétain reçoit un télégramme qui lui ordonne de rentrer à Paris. À ce moment-là, il a 83 ans et en fait, on lui demande plus ou moins gentiment de venir sauver la France de l'invasion nazie. Parce que à ce moment-là, Pétain, il est encore vu comme le héros national, celui qui peut libérer les Français aux mains des Allemands. Et là, il revient donc d'Espagne pour prêter main forte au gouvernement. Sauf que tout le monde a quand même gravement sous-estimé son caractère pessimiste. À ce moment-là, Pétain, quand il arrive là-bas pour leur expliquer comment il voit les choses, lui, il est convaincu que la France, elle est condamné à la défaite. C'est foutu. En fait, pour lui, poursuivre le combat, c'est inutile et ça ne fera qu'alourdir le nombre de victimes. Et alors là, du coup, il fait du forcing pour que la France demande un armistice. Sauf que en faisant ça, ça va être le début en fait de sa grande trahison et qui va aller très très loin. Parce que il se trouve que de son côté, le chef du gouvernement français, lui, il refuse de cesser le combat. Alors que pendant ce temps-là, toutes les troupes d'Hitler, elles sont efficaces, elles sont rapides, elles ont percé déjà les lignes françaises qui étaient complètement à la ramasse et là, elles prennent le contrôle de Paris. Donc ça sent vraiment très mauvais. Et là, le chef du gouvernement français, sous la pression et l'autorité de Pétain, il finit par abandonner et par démissionner. Il se barre. Et là, Pétain, il est alors nommé à sa place à la tête du gouvernement. Donc là, ça devient un peu l'équivalent du Premier ministre. Et ça nous amène justement à un nouveau secret. Alors, faut le savoir, mais Pétain, il est quand même lié à de sombres théories de complot depuis plusieurs années, notamment avec le CSAR, qui est le Comité secret d'action révolutionnaire. En fait, il s'agit d'une association secrète de royalistes et de partisans d'extrême droite, plus connu d'ailleurs sous le nom de la Cagoule. Et ce groupuscule assez mystérieux, il apparaît en fait dès 1934. Et il est financé directement, on le sait d'ailleurs, par de grands industriels français, notamment le fondateur de Renault et même le fondateur de L'Oréal. Et la Cagoule, elle mène des actions clairement terroristes.
avec des assassinats, des attentats à la bombe, du sabotage, des trafics, des fake news. Et en fait, le projet ultime de la cagoule, c'est ni plus ni moins que de faire un coup d'État pour ensuite installer le maréchal Pétain à la tête du pays. Et donc à ce moment-là, la France serait sans doute plus une démocratie, mais peut-être une sorte de dictature, avec Pétain comme dictateur donc. Mais alors pourquoi Pétain? Parce qu'en fait, il est suspecté d'être un membre de la cagoule ou même de comploter avec eux. D'ailleurs, certains l'accusent même d'être le chef de ce groupe extrémiste qui est très proche du fascisme. Après, les preuves qu'il est lié à tout ça sont un peu minces. Mais bon, quand même, quelques années plus tard, en vrai, Pétain arrive quand même au pouvoir. Et en étant au pouvoir, là, justement, il va appliquer des idées très conservatrices, patriarcales et réactionnaires. Concrètement, des trucs qui allaient dans le sens des gens qui faisaient partie de la cagoule. Bon, là, une fois au pouvoir, Pétain demande immédiatement un armistice à Hitler. Et le lendemain, il perd pas de temps, il prononce un discours marquant à la radio. En fait, là, il demande aux Français tout simplement de cesser le combat avant même d'avoir négocié avec l'ennemi. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire, que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves. Et là, c'est la fin de toute résistance officielle aux nazis. En quelques jours, la guerre semble donc liquidée. À partir de là, la France et l'Allemagne nazie signent un armistice et notre pays se retrouve alors coupé en deux. En fait, il va y avoir la zone occupée qui s'étend du nord à l'ouest sur environ 60% du territoire français. Vous voyez, toute cette zone, c'est énorme. Et dans le sud, on dit que c'est la zone libre où il n'y a pas les nazis et là qui est gouvernée par Pétain. Et en fait, cette répartition, à la base, c'est une idée d'Hitler. Même si Pétain va dire qu'en vrai, c'est lui qui a trouvé l'idée et que voilà. En tout cas, cette répartition de la France, nord-sud, ça va permettre à l'Allemagne d'économiser beaucoup de thunes. Parce que comme Pétain, il gère toute la partie basse, ça évite aux Allemands de le faire eux-mêmes, donc à mobiliser des soldats et tout, c'est quand même plus utile pour eux. Et en fait, le pire là-dedans, peut-être pour les Français, c'est que l'occupation du pays, elle est financée par les Français eux-mêmes. Parce que en signant l'armistice, la France est obligée de payer des lourdes sommes à l'Allemagne. Mais comme ça a été le cas pour l'Allemagne quand elle a dû payer la France après avoir perdu la Première Guerre mondiale. Bon, en tout cas, le gouvernement de Pétain va alors se déplacer à Tours, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand ou même à Lyon. Et puis finalement, il va décider de s'installer à Vichy, la ville qui concentre en fait pas mal d'avantages pour lui. Alors déjà, on y trouve le standard téléphonique le plus performant de la France à l'époque, mais il y a aussi beaucoup d'hôtels qui sont réquisitionnés pour installer des fonctionnaires et des ministres. Et Vichy devient alors la nouvelle capitale de l'État français. Sauf que là, la trahison de Pétain, on va dire, n'est pas terminée parce qu'il va maintenant se transformer en véritable dictateur. Bon, là, dans la foulée, une loi est votée pour donner les pleins pouvoirs au maréchal. Et Pétain devient alors donc le chef suprême de l'État français, en tout cas de ce qu'il en reste, à 84 ans. Là, la Troisième République est alors enterrée et elle est remplacée donc par le régime de Vichy. Bon, pour le moment, la plupart des Français, ils voient quand même encore Pétain comme un protecteur. Et en fait, il y a beaucoup de gens, en vrai, à ce moment-là, qui pensent qu'il joue un double jeu. En gros, il dit aux nazis que non, vous inquiétez pas, faites votre taf, mais qu'en réalité, il va essayer de les entuber par derrière. Les gens, ils pensent ça. Sauf que bon, non, ils l'apprendront plus tard, mais non, il n'y a pas de double jeu. Pétain collabore librement. Il en profite même pour mettre en place une dictature en seulement quelques semaines. Parce qu'en effet, Pétain lance ce qu'on appelle la Révolution nationale, qui est une sorte d'idéologie extrême, conservatrice et patriarcale. Et là, il va remplacer la devise liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, que vous connaissez peut-être aussi. Et là, à partir de là, les partis politiques, les syndicats et les grèves sont interdits et la presse est censurée. En même temps, les élections sont supprimées et la plupart des responsables politiques sont choisis par Pétain lui-même. Pétain revient en arrière sur plein d'avancées sociales récentes en réduisant par exemple le droit des salariés pour éviter qu'ils se rebellent et tout. Et il installe aussi un climat qui encourage la dénonciation et la collaboration. Bref, petit à petit, les Français se rendent quand même compte que Pétain est loin d'être le protecteur du peuple, a l'air d'être un peu le contraire même. Bref, après quelques semaines assez intenses, à essayer de foutre des coups de pied de tous les côtés, eh bien Pétain, il demande à rencontrer Hitler. Et là, le 24 octobre 1940, les deux tyrans se retrouvent pour la première fois en tête-à-tête. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui
dans la voie de la collaboration. Et en fait, cette rencontre, elle va officialiser définitivement la collaboration entre la France et l'Allemagne. Et Pétain l'assume totalement. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. Bon, au fil des mois, Pétain développe alors un véritable culte de sa personnalité. En gros, ça fait que Pétain est un peu partout. Il est sur les affiches de propagande, dans les livres d'école. Il y a même des chansons à son honneur qui sont écrites et chantées dans les écoles. Maréchal, nous voilà devant toi le sauveur de la France. Et là, en parallèle, Pétain, il valorise les familles nombreuses. Bon, même si lui, un détail, mais il n'aura jamais aucun enfant. Même s'il n'a pas de gosse, eh bien, sa vie amoureuse est quand même bien remplie et elle cache un autre secret. C'est un homme à femme, même on pourrait dire un Don Juan. D'ailleurs, c'est peut-être même l'un des plus grands séducteurs de son époque. Les femmes sont folles de lui et en fait, lui, il leur doit une grande partie de sa popularité. Et il reçoit des milliers de lettres d'amour et d'admiratrices secrètes. D'ailleurs, au moment de la bataille de Verdun, bien plus tôt dans l'histoire, Pétain était introuvable. Tout le monde le cherchait désespérément pour lui annoncer qu'on avait besoin de lui sur le front. Et à un moment, on le trouve à 3 h du matin dans un hôtel en compagnie de sa maîtresse. Là, en fait, il s'était absenté sans prévenir personne. Et ça, c'est juste un exemple. Mais en fait, tout au long de sa vie, il fréquente de nombreuses amantes de tous les âges et de tous les horizons. Il va même aller jusqu'à fréquenter des maisons closes. Et en tout cas, à chaque fois qu'il voit ses amantes, il leur chuchote à l'oreille de ne rien dire à sa femme. Mais bon, sa femme, Annie, elle n'est pas dupe. En vrai, Pétain, c'est un libertin qui aime coucher avec plusieurs femmes. Et d'ailleurs, il aura même encore de nombreuses aventures pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il aura 80 balais. Bref, je pense que vous l'avez un peu plus compris, Pétain, il aime les femmes, mais il leur rend pas forcément l'appareil. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, c'est Pétain qui a réinstauré la fête des mères. C'est grâce à lui qu'on a la fête des mamans, quoi, voilà. Et là, on se dit, non, mais trop bien la fête des mères, on offre des fleurs et tout. Non, à la base, la fête des mères, c'est juste pour rappeler le rôle d'une femme qui, selon lui, est d'avoir des enfants, de procréer, quoi. Et d'ailleurs, il n'hésite pas non plus, Pétain, à accuser les femmes de tous les malheurs. Les femmes sont responsables de l'esprit de jouissance qui a nui à la France. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Elles doivent rentrer au foyer et rattraper le temps perdu en procréant à la chaîne de vrais petits Français. Donc en vrai, Pétain, vous voyez, c'est un personnage qui a quand même plein de contradictions. Et comme à ce moment-là, il a les pleins pouvoirs, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il est pas trop emmerdé. Il va par exemple signer des condamnations à mort pour des affaires personnelles, politiques ou symboliques, en condamnant à mort des communistes ou alors des femmes qui ont avorté. En parallèle de tout ça, Pétain va alors commettre des crimes encore plus sombres. Là, à partir du moment où Pétain obtient les pleins pouvoirs, il révèle son côté antisémite au grand jour. Alors déjà, il va commencer par retirer directement la nationalité française aux Juifs, et puis au bout de 3 mois, il signe un ensemble de lois pour instaurer un statut des Juifs. Bon, en fait, pour faire simple, ces lois qu'il vote, elles vont exclure les personnes de confession juive d'un peu partout. Par exemple, de la fonction publique, de l'armée, de la justice, de l'enseignement, de l'école, des médias. Et le pire, c'est qu'on sait aujourd'hui que les nazis n'ont rien imposé de tout ça à la France. Pétain a juste agi de sa propre volonté. Et d'ailleurs, il va même intervenir carrément en personne, parfois s'il le faut, pour modifier les projets de loi et les durcir. Et au fil des mois, les juifs français sont dépouillés de tous leurs biens, et la liste des métiers qui leur sont interdits s'allonge. En parallèle, Pétain s'attaque aussi aux opposants politiques, aux francs-maçons, aux résistants, et il n'hésite pas à espionner massivement les Français. Et donc, pendant 4 ans, il fait ouvrir 24 millions de lettres et écouter 300 000 conversations téléphoniques. Et donc, là, grâce à cette surveillance, Pétain sait en temps réel tout ce qui se dit et se trame dans le pays. Et donc, là, résultat, des milliers de Français vont être licenciés, traqués, arrêtés, emprisonnés ou déportés, parce qu'ils ont dit un mot qu'il fallait pas. Bon, à partir de là, la population française, elle sent que le côté un peu bienveillant, protecteur, il part un peu en sucette. Certains voient d'ailleurs Pétain comme un vieux qui perd la boule, et notamment un certain Charles de Gaulle, encore une fois. La tragédie est que le maréchal est mort en 1925 et que personne ne s'en est aperçu. Les années, par-dessous l'enveloppe, avaient rongé son caractère. L'âge le livrait aux manœuvres des gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. En tout cas, le cas de Pétain est peut-être un peu plus grave que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. En fait, en 2019, un spécialiste a mené une étude approfondie basée sur plein d'archives. Et selon lui, Pétain souffrait potentiellement de la maladie d'Alzheimer. Donc, en gros, il y avait des morceaux de sa mémoire qui disparaissaient, il se souvenait plus du passé, et les symptômes s'aggravent à partir du moment où il arrive au pouvoir à 84 ans. Par exemple, c'est arrivé déjà plusieurs fois qu'il s'endorme en public et qu'il confonde des villes. D'ailleurs, il tient aussi parfois des propos incohérents, il a de longues absences, il lui arrive même d'oublier qui il est et où il se trouve.
Pourtant, faut se le dire, mais à l'époque, en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un truc inconnu. On sait pas ce que c'est. Et donc, les gens ne se rendent pas compte que Pétain n'est pas tout à fait apte à diriger le pays. D'ailleurs, cette théorie pourrait expliquer pas mal de choses. Mais on ne saura jamais si elle est valide. Car le corps de Pétain ne peut plus être étudié. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est évidemment pas une raison pour justifier les crimes qu'il a commis. En tout cas, justement, à l'âge de 86 ans, Pétain se rend complice de crimes contre l'humanité. Parce que là, son régime, le régime de Vichy, va commencer à livrer des Juifs aux Allemands. D'ailleurs, Pétain laisse ses ministres organiser les déportations sans montrer aucune opposition. Par exemple, lors de l'événement le plus majeur en France du coup de déportation, c'était la rafle du Vel-d'Hiv qui était à Paris. Et lors de cet événement, en l'espace de 2 jours, en fait, il y a eu 13 000 personnes juives qui ont été déportées et seulement 3% d'entre elles, c'est extrêmement peu, vont survivre aux différents camps dans lesquels elles ont été internées, on va dire. En tout cas, au total, on aura 76 000 juifs français qui seront déportés durant la guerre et dont dedans, en fait, 11 000 enfants. Mais le pire, et ça on le sait avec le recul, c'est que les nazis n'avaient pas spécifiquement demandé de déporter des enfants. Ça, c'est plutôt le régime de Vichy qui les a livrés de lui-même, de bon cœur presque on dirait. Bon, en tout cas, Pétain, en faisant ça, est devenu en fait l'un des acteurs majeurs de l'Holocauste. Mais il se trouve qu'au même moment, la guerre commence à tourner en faveur des forces alliées. Et là, en vrai, c'était une occasion pour Pétain d'en profiter pour les rejoindre, peut-être dans l'espoir de libérer la France au plus vite. Sauf qu'au lieu de ça, au lieu de s'allier aux Alliés, il encourage l'armée française en Afrique du Nord à résister aux Américains, donc à être pote avec les nazis, quoi. Et là, beaucoup de Français voient cette nouvelle décision évidemment comme une nouvelle trahison. Et là, la résistance continue à prendre de l'ampleur. Et donc, en réponse à ça, Pétain, il y va pas par 4 chemins, il va lancer une chasse aux résistants qui seront alors souvent livrés directement à l'ennemi, aux nazis. Et à partir de 1943, l'Allemagne alors impose aussi un service du travail obligatoire. Et alors là, on va avoir 600 000 jeunes Français qui seront envoyés de force en Allemagne. Ils seront alors réquisitionnés pour travailler dans des camps et produire des fournitures militaires. Pétain, il valide tout ça et il continue aussi d'envoyer énormément d'argent à la demande de l'Allemagne. En plus, à la demande d'Hitler, il supervise également la création de la milice française, qui sera un groupe armé qui va semer la terreur en France. La milice française, ce sont des gens qui sont chargés de traquer des juifs et des résistants. Ils vont alors pratiquer énormément de crimes terribles que je vous affiche à l'écran. Sauf que pendant ce temps-là, les années passent et Pétain, il approche gentiment des 88 ans. Et là, il commence à être un peu dépassé par les événements. Là, à ce moment-là, il envisage carrément de quitter le pouvoir, il en a marre, mais Hitler, il lui dit « Non frérot, tu vas rester sur place et tu vas rester avec moi ». Et il va donc rester jusqu'à la fin et vivre une défaite humiliante. Là, le grand débarquement de Normandie parvient à repousser les troupes allemandes. Vous vous souvenez de cette partie de l'histoire, normalement, voilà. Et à ce moment-là, Pétain, alors âgé de 88 ans, il va tenter un move parce qu'il va tenter de transmettre les pouvoirs à Charles de Gaulle. Mais là, Charles de Gaulle, il refuse. Donc à ce moment-là, du coup, les Alliés vont reprendre le contrôle de la France. Et à la place, en fait, à mesure que les Alliés sont en train de reprendre la France, le régime de Vichy, il est acculé, il est repoussé. Le maréchal Pétain perd des pouvoirs, tandis que Charles de Gaulle est en train d'en gagner. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Peu après ça, Pétain est attrapé et emmené de force par les Allemands. Et là, en fait, ils vont l'emmener à Sigmaringen, qui est une ville au bord du Danube, dans un château. Bon là, honnêtement, les historiens, ils ont un peu de mal à savoir si Pétain est vraiment un prisonnier ou un complice. Sauf que en tout cas, on sait qu'il ne s'échappe jamais de cet endroit, malgré plusieurs occasions qui se présentent quand même. Et il va rester dans ce château-là pendant une année. Puis là, à 89 ans, il décide de rentrer volontairement en France pour se rendre. Là, peut-être que dans sa tête, il se dit que son charisme légendaire, certainement, et sa réputation vont le sauver, parce qu'en vrai, quand même, depuis Verdun, même si ça remonte, il est quand même habitué à être accueilli en héros par les foules, partout où il va. En plus de ça, ça n'arrange rien, parce que après 4 ans à la tête d'une dictature, et à être donc le dictateur en chef, en fait, son ego et ses chevilles, elles ont encore plus gonflé, et là, il se dit, c'est bon, je suis au max, les Français m'adorent, je suis un dieu. Sauf qu'en revenant en France, Pétain, il tombe un peu de très haut. En fait, c'est plus un héros, mais c'est un traître. Là, le traître, évidemment, on le chope, on l'emprisonne pendant 3 mois en attendant d'être jugé. Et là, son procès va débuter le 23 juillet 1945 à Paris. À ce moment-là, on est peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le palais de justice où il y a Pétain, il est plein à craquer. L'ambiance est étouffante. Lui, il est vêtu de son uniforme de maréchal et il annonce qu'il ne répondra à aucune question. Et en effet, il tient parole puisqu'il va rester silencieux pendant les 3 semaines de son procès. Mais bon, du coup, qui parle ou qui parle pas, en fait, ça sera la même chose parce qu'il sera jugé pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison. Là, l'événement fait la une de tous les journaux français pendant tout l'été. Et finalement, la sentence tombe. À 89 ans, Pétain est reconnu coupable. On lui retire alors toutes ses décorations militaires, ses droits et surtout
il est condamné à mort. Il accueille ce verdict sans aucune émotion, il est toujours dans le silence. Sauf que son grand âge et son passé de héros quand même, avec De Gaulle notamment, vont lui sauver la vie. Parce qu'en effet, Charles de Gaulle à ce moment-là, c'est devenu le chef du gouvernement provisoire et il décide de lui épargner la vie. Et il va plutôt transformer sa peine de mort en prison à perpétuité. En effet, Pétain sera donc enfermé dans une citadelle militaire en Vendée, sur l'île Dieu. Et il sera alors le seul prisonnier d'ailleurs du lieu, sachant que son épouse habitera dans le village d'à côté. Suite à ça, la santé de Pétain se dégrade au fil des années, avec notamment des problèmes de mémoire, encore plus de problèmes plutôt, sachant que quand même, après 2 ans d'enfermement, il se souvient à peine de la guerre. Et après 4 ans, son état fait peine à voir. Pétain, il s'agite la nuit, il a plein de tocs. Et pire encore, il va même boucher volontairement ses toilettes et il va se mettre à s'amuser avec ses selles. Il joue avec ton caca quoi, il joue avec le caca. Encore 1 an plus tard, à 94 ans, là il devient carrément incontinent. Et puis ça va pas en s'arrangeant puisqu'il parle de façon vulgaire, il drague ses infirmières, il tente d'embrasser des religieuses. Encore 1 an plus tard, à 95 ans, là Pétain est très mal en point et il est finalement autorisé à s'installer dans une petite maison sur l'île Dieu avec son épouse. Mais là il va y rester à peine 1 mois et il meurt en 1951 à l'âge de 95 ans. Après une lente agonie, où il sera ensuite enterré dans un cimetière sur l'île. Au final, en fait, sur 95 ans de vie, il y en a seulement 5 qui lui ont permis, en fait, de trahir la France et de changer complètement de bord. Mais en tout cas, pendant très longtemps, même après sa mort, les crimes de Pétain sont restés mal connus. Et l'opinion publique est restée très divisée sur le sujet. D'ailleurs, en 1973, un commando de militants d'extrême droite a même volé le cercueil de Pétain. Et là, ils ont tenté de l'enterrer à Verdun, mais la police les a interpellés avant. Je vais vous révéler quand même le secret peut-être ultime de Pétain. Parce qu'il se trouve que le plus grand amour de Pétain est une certaine Jacqueline de Cognac. Sauf que la famille de Jacqueline refuse leur mariage. Alors c'était le premier grand amour de Pétain et c'était avant l'histoire avec Annie, je précise. Mais bon, à partir de là, Pétain va aller de maîtresse en maîtresse, comme pour compenser. Sauf que son amour pour Jacqueline, lui, ne disparaîtra jamais. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, Pétain est un héros et cette fois, c'est bon. Jacqueline lui écrit qu'elle veut l'épouser et que sa famille, elle est d'accord. Sauf qu'entre-temps, Pétain, il a rencontré Annie, qui est devenue alors sa maîtresse principale. Et Annie, elle refuse qu'on prenne sa place. Et là, elle va alors ouvrir un tiroir, sortir un pistolet et le braquer sur Pétain. Ça sera moi ou une balle dans la peau. Là, Pétain est sous le choc. Il va alors accepter cette demande, plutôt bizarre quand même de la part d'Annie, et il va donc se marier avec elle. Mais en tout cas, cette décision le hantera jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, même après la guerre, 25 ans plus tard, il a encore des regrets et des sentiments pour Jacqueline. En tout cas, si Pétain avait pris la mauvaise décision, peut-être qu'il aurait été tué par sa future femme avant de devenir dictateur. Eh bien, en tout cas, voilà la poiscaille. Vous connaissez maintenant, j'espère, beaucoup mieux l'histoire de cet homme qu'on dit depuis très longtemps, depuis l'école en fait, que c'est le traître qui avait trahi les Français et tout. Mais c'est vrai que jusque-là, on connaissait finalement assez peu son histoire. Moi, ça a été le cas et j'ai découvert énormément en faisant cette vidéo. J'espère que ça a été aussi votre cas. Sinon, bien entendu, n'oubliez pas d'utiliser mes codes promo pour commander chez Oli. Vous pouvez aussi découvrir leur gamme de milkshakes, comme je l'avais déjà dit. Le lien est dans la description. D'ailleurs, pour finir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un cauchemar sur une guerre mondiale? Parce qu'il se trouve que ça, en fait, ça arrive à pas mal de personnes. Et ce type de rêve peut avoir une signification, si ça vous est déjà arrivé. Alors, ces cauchemars, si on y croit en tout cas, ils peuvent révéler un conflit interne ou externe qui nous préoccupe. Le fait de rêver d'une guerre, ce sont des miroirs de vos propres combats pour essayer d'atteindre la sécurité et la paix. En tout cas, si la thématique des rêves vous intéresse, eh bien dans quelques mois, le premier tome de la saga de Noisuli sortira, où on découvrira la vie d'étudiants qui iront dans une université du rêve. Sur ce, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, faites de beaux rêves.